Je prends maintenant le texte de la déclaration. Nous allons entrer dans son économie, pour ainsi dire, morceau par morceau. Parce que je vous ai d'abord présenté l'allure générale, l'intention générale de ce texte fondamental. Bon, alors, quelles sont les parties qui composent ce texte? On a les deux premiers paragraphes du texte où, en fait, les deux premiers paragraphes sont consacrés à faire un rappel. Il s'agit de rappeler à tout le monde les circonstances dans lesquelles est née l'Alliance des États du Sahel, les circonstances dans lesquelles est née la Confédération, des États du Sahel. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes. Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Le premier paragraphe nous dit quelle est la finalité de l'AES. L'AES est une organisation de défense de la dignité, de l'intégrité du territoire du Sahel contre les impérialistes et les néocolonialistes. Contre les impérialistes et les néocolonialistes. Dans un contexte où l'Afrique fait face à des défis géopolitiques et économiques majeurs, l'intervention du Dr Franklin Nyamsi propose une analyse profonde sur les dynamiques actuelles de souveraineté et de résistance au néocolonialisme. Il revient sur la déclaration des présidents des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui ont dénoncé fermement les plans de déstabilisation ourdis par la CEDEAO néocoloniale. Dans cette analyse, le professeur Nyamsi explore la naissance de l'AES, un projet stratégique visant à renforcer la souveraineté du Mali, du Burkina Faso et du Niger face aux ingérences extérieures. La déclaration des chefs d'État de l'AES marque un tournant dans la lutte contre les tentatives de contrôle extérieur. Elle incarne une volonté de ces pays de se libérer des pressions politiques et économiques de la CEDEAO, une organisation accusée de favoriser les intérêts des puissances néocoloniales. L'Alliance des États du Sahel offre ainsi une réponse ferme et souveraine à ces ingérences, en proposant une alternative crédible face aux dictats de la CEDEAO. Cette analyse met également en lumière les stratégies utilisées par certaines puissances pour maintenir leur contrôle, comme la manipulation médiatique, les sanctions économiques et la militarisation déguisée. Mais au-delà de ces critiques, émerge une vision optimiste et déterminée, celle d'une Afrique unie, construite sur des bases solides économiques, culturelles et politiques, porteuse d'une véritable souveraineté. Alors que les questions d'indépendance et de justice résonnent de plus en plus fort sur le continent, cette réflexion du docteur Nyamsi nous invite à repenser l'avenir de l'Afrique. Quelles sont les clés pour surmonter ces défis? Quel rôle devons-nous jouer, en tant que citoyens ou dirigeants, dans ce combat pour la dignité et l'autodétermination? Installez-vous, car cette intervention ne se contente pas de poser des questions. Elle propose des réponses concrètes, des perspectives profondes et des appels à l'action qui ne manqueront pas de vous interpeller. Mes chers amis, nous venons d'entendre, une fois de plus, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, la déclaration du porte-parole du gouvernement du Niger, répétant les propos consignés dans la déclaration de la conférence des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, dirigée par le président en exercice, Assimi Goïta, général d'armée, président du Mali. Maintenant, nous allons entrer dans l'économie de cette déclaration. Quel est le contexte? Pourquoi, après la déclaration du 14 décembre 2024, la conférence des chefs d'État a cru nécessaire de faire une déclaration supplémentaire? Elle a cru nécessaire de faire une déclaration supplémentaire parce que la CEDEAO, ces 3 dernières semaines, a mené une bataille de communication ayant pour but de semer la confusion dans les esprits, en Afrique de l'Ouest et dans le monde. L'objectif de la bataille de la communication et de la bataille diplomatique de la CEDEAO, c'était de faire croire que, en droit et en fait, la Confédération des États du Sahel
et plus précisément en tout cas le Mali, le Burkina Faso et le Niger, appartenaient encore à la CEDEAO au moment où nous parlons. À partir du moment où on cherchait à faire croire à l'opinion des pays sahéliens, à l'opinion des pays de la CEDEAO, à l'opinion africaine et mondiale, que le Mali, le Burkina et le Niger sont encore, au moment où je vous parle, seraient encore membres de la CEDEAO, on voulait expliquer par là que la CEDEAO conservait le pouvoir d'agir dans l'espace de ces pays et que ce pouvoir lui était toujours dévolu par les textes de droit et que le droit international reconnaissait à la CEDEAO cette capacité d'action. Donc les dirigeants de l'AES ont bien compris que la CEDEAO voulait brouiller le message qu'ils ont émis justement en début d'année, quand ils ont décidé de quitter l'AES en janvier passé. Quand ils ont décidé de quitter la CEDEAO en janvier passé, quand ils ont dit « Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO ». À l'origine, la déclaration de janvier 2024 de sortie de la CEDEAO était très précise. Elle disait qu'elle était des faits immédiats. En langage politico-juridique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le Mali, le Burkina et le Niger ont dit en fin janvier 2024, qu'ils quittaient la CEDEAO, ils l'ont quitté le jour même. Et ils ont précisé pourquoi ils ne respecteraient pas le texte de la CEDEAO qui dit qu'il faut la quitter après un délai d'1 an. Ils ont dit qu'ils ne respecteraient pas ce texte parce que la CEDEAO elle-même ne respectait plus ses propres textes. On n'a pas à être tenu par le respect des textes d'une organisation qui ne respecte pas ses propres textes. En janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont précisé qu'ils ne respecteraient pas le fameux délai d'1 an prévu par les textes de la CEDEAO. Pour la simple et bonne raison que la CEDEAO elle-même, à travers ses sanctions illégales, illégitimes, criminelles, inhumaines, contre le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO avait rompu ces textes. La CEDEAO avait dit que ces textes n'ont plus de valeur. On n'a pas à respecter les textes d'une organisation qui ne respecte pas ses propres textes. Selon un principe de bon sens qui dit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Écrivez ça. Tu ne peux pas dire, moi j'ai le droit de brûler ma propre maison et demander aux autres de respecter ta maison. Tu décides de mettre le feu à la maison et cette maison tu la possèdes avec les autres. Toi tu mets le feu à la maison brûle. Et quand les autres disent, nous on n'est plus de cette maison, tu leur dis non, je vous oblige à rester de cette maison parce qu'à la base cette maison nous appartient ensemble. Vous devez rester et mourir avec moi. C'est-à-dire que tu veux le beurre et l'argent du beurre. Et par-dessus tout même en plus, tu veux la crémière et même la fermière. Donc, à partir du moment où l'AES s'est rendu compte que la CEDEAO voulait semer la confusion sur son message originel de janvier 2024, lorsqu'elle quittait la CEDEAO, l'AES a compris qu'il y avait un plan derrière. Et ça n'a pas manqué. La CEDEAO est sortie, quelque temps après, pour se donner à elle-même, de manière unilatérale, un délai de 6 mois. 6 mois durant lesquels on ne sait pas ce qu'elle va inventer, 6 mois durant lesquels elle croit pouvoir retourner en tout cas la situation. C'est-à-dire ramener, en fait, de gré ou de force, les États qui forment aujourd'hui l'AES dans la CEDEAO. Voilà le contexte dans lequel la déclaration a été écrite. C'est un contexte où, en fait, l'Alliance des États du Sahel s'est sentie attaquée sur le plan médiatique et diplomatique et a senti que la confusion qui était semée avait pour but de préparer autre chose. Et c'est de cette autre chose qu'il est question, justement, dans la déclaration du 22 décembre. Dans la déclaration que nous allons analyser, ligne par ligne, l'AES nous détaille tout le plan de déstabilisation de son espace par la CEDEAO.
Ah, on va donc aller dans le document ligne par ligne maintenant, mais vous connaissez le rituel avec votre serviteur. Je voudrais poser en Mondovision une question préalable à mes amis que vous êtes. À vous qui me suivez, qui me lisez, qui m'entendez, qui m'écoutez sur les réseaux sociaux. Quand j'ai appris que la CEDEAO prolongeait de 6 mois le soi-disant délai de départ du Mali, du Burkina et du Niger de son sein, quand j'ai appris cela, est-ce que je suis venu ici vous dire que la CEDEAO se donnait le temps nécessaire pour déstabiliser l'AES? Que ces 6 mois n'étaient rien d'autre en réalité qu'une fenêtre de tir pour pouvoir mieux organiser les activités de déstabilisation décidées en très haut lieu dans la CEDEAO, avec le soutien des néocolonialistes et des impérialistes. Est-ce que je suis venu dire ça ici le même soir? Est-ce que vous vous souvenez de mes conférences dans lesquelles j'ai expliqué la nouvelle stratégie de la CEDEAO contre l'AES? N'ai-je pas ici, en Mondovision, appelé nos dirigeants de l'AES à prendre acte du fait que la CEDEAO, n'a pas renoncé à les attaquer et à les renverser, mais qu'elle a décidé de les contourner pour les surprendre et les frapper mortellement? J'ai donné une conférence détaillée sur ce sujet, consacrée au nouveau plan de la CEDEAO. Oui ou non? Ok. Troisièmement, est-ce que j'ai donné des conférences ici pour expliquer à notre peuple que le retrait des troupes néocolonialistes, quand c'est un retrait qui est forcé, qui est contraint, qui est obligé, s'accompagne de la part de ces troupes de la mise en place d'un nouveau plan? Ce sont des troupes qui au départ étaient visibles, et le néocolonialisme et l'impérialisme ont décidé de reconvertir leurs anciennes troupes visibles en des troupes militaires invisibles, c'est-à-dire à travers des compagnies de sécurité, à travers des compagnies de mercenaires. Et j'avais insisté ici dans plusieurs conférences sur la révélation très imprudente, il faut le dire, du général Didier Castres, qui était auditionné au Parlement français et qui a dit que la bonne stratégie était de reconvertir les troupes officielles en troupes officieuses, les troupes visibles en troupes invisibles, à travers les compagnies militaires de sécurité, en fait à travers donc les compagnies de mercenaires. Il était possible de maintenir une présence militaire, française, européenne, occidentale en Afrique, qui serait plus efficace parce que invisible et qui serait capable de reconquérir les zones d'influence perdues par l'occupation militaire visible. Est-ce que vous vous souvenez de l'analyse que nous fîmes, de cette révélation du mois de février 2024 par l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française, le général Didier Castres, auditionné ici au Parlement en France? Vous vous en souvenez ou pas? Oui, très bien. Si vous vous en souvenez, vous êtes donc en capacité de comprendre ce que les dirigeants de l'AES vont nous dire. En fait, vous tous, et vous en particulier qui suivez, les modestes contributions de votre serviteur, vous avez été préparés à tout ce que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO nous a dit. Cette conférence, dans sa déclaration du 22 décembre, nous a rappelé ce que nous savions déjà. Oui ou non? Celui qui dit qu'il ne savait pas cela est soit quelqu'un qui n'est pas assidu dans l'écoute des analyses que nous proposons, soit quelqu'un qui lui-même ne fait pas assez d'efforts de recherche d'informations, soit quelqu'un qui est de mauvaise foi. Est-ce que c'est clair? Votre serviteur publiait, par exemple, le 14 décembre, j'avais publié une série de tweets. Et je voudrais ici vous en lire un extrait. J'ai publié ceci exactement le 15 décembre à 20h44. J'ai dit, urgent, la CEDEAO en bonne entente avec ses tuteurs néocolonialistes et impérialistes se donne 6 mois pour déstabiliser l'AES. Ça, je l'ai publié le 15 décembre 2024. N'est-ce pas? Et j'ai donné des conférences où j'ai détaillé les preuves que c'est ce que la CEDEAO va faire. D'accord? Donc vous voyez que la science politique africaine est en convergence avec la direction révolutionnaire panafricaniste. Quand la science
émancipatrice est en convergence avec la vision des dirigeants révolutionnaires panafricanistes, le continent avance. Le continent a de la chance. Quand on a des dirigeants qui mènent une politique de vérité, une politique basée sur la connaissance, une politique basée sur des faits avérés, une politique qui fait appel à l'intelligence du peuple, non pas une politique qui mépriserait l'intelligence du peuple, ou qui viendrait s'affirmer comme tiré d'un chapeau de prestidigitateur, eh bien, comme un lapin de cirque. Non. Cette politique-là menée par les présidents Goïta, Tiani et Traoré est une politique qui nous touche, qui nous plaît. Pourquoi? Parce que c'est une politique que nous comprenons, qui est faite avec des éléments d'analyse qui sont à la disposition du peuple. Voilà la politique que nous voulons. Celle qui renforce davantage chaque jour, eh bien, l'alliance entre les chefs, l'armée, le peuple. Cette politique est la base de toutes les émancipations authentiques. Elle est la base de toutes les émancipations authentiques. Alors, venons-en maintenant au texte. Venons-en maintenant au texte. Emma, tu peux demander à quelqu'un d'éteindre l'horloge, là, qui sonne. Demande qu'on arrête l'horloge. Ok, c'est bien. Je prends maintenant le texte. Le texte de la déclaration. Nous allons entrer dans son économie, pour ainsi dire, morceau par morceau. Parce que je vous ai d'abord présenté l'allure générale, l'intention générale de ce texte fondamental. Bon, alors, quelles sont les parties qui composent ce texte? On a les deux premiers paragraphes du texte où, en fait, les deux premiers paragraphes sont consacrés à faire un rappel. Il s'agit de rappeler à tout le monde les circonstances dans lesquelles est née l'Alliance des États du Sahel, les circonstances dans lesquelles est née la Confédération, eh bien, des États du Sahel. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes. Leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Le premier paragraphe nous dit quelle est la finalité de l'AES. L'AES est une organisation de défense de la dignité, de l'intégrité du territoire et bien du Sahel contre les impérialistes et les néocolonialistes. Contre les impérialistes et les néocolonialistes. Mais c'est qui les impérialistes? Mais c'est l'alliance de l'OTAN qui a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour qu'ils envahissent le Sahel, afin de forcer les États du Sahel à continuer à brader leurs ressources faramineuses pour le capitalisme occidental et moyen-oriental. Les ressources visées sont l'uranium, l'or, le diamant, le cobalt, le manganèse, le lithium, le gaz, le pétrole, dont regorgent abondamment les États sahéliens en particulier et africains en général. Et Amewa, l'AES a été créée contre les impérialistes, c'est-à-dire contre l'OTAN. Parce que chez nous en Afrique, c'est l'OTAN qui est la principale organisation impérialiste qui nous attaque. L'OTAN a des alliés. Ce sont les puissances du Moyen-Orient qui sont les alliés de l'OTAN. Et qui sont les bases arrière des principaux dirigeants des organisations terroristes. Nommons-les. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn. Ces pays du Moyen-Orient hébergent les principaux chefs terroristes auxquels les chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique ont fait publiquement allégeance. Al-Qaïda en Afrique est une cellule d'Al-Qaïda au Moyen-Orient. Et Al-Qaïda au Moyen-Orient a été créé par la CIA en 1980, dans les années 80. L'État islamique que nous avons en Afrique est une cellule de l'État islamique qui a été créée au Moyen-Orient, le président Donald Trump nous a dit, par l'administration Obama-Clinton. Et qui a des liens étroits avec tous les grands renseignements généraux occidentaux, tels le Mossad. Ça, c'est vrai. C'est vrai d'une vérité scientifique.
Je possède 30 ouvrages hyper documentés, comme celui que je vous ai cité en dernière date, le livre noir de la CIA, dans lequel les sources abondent. Voilà pourquoi personne n'ose, dans tout l'Occident, me faire le procès d'une diffamation contre l'OTAN. Car ce sont les archives déclassifiées des États-Unis d'Amérique. Ce sont les instituts de recherche d'Europe qui eux-mêmes ont rassemblé toutes les preuves des liens intimes entre les deux principales organisations terroristes et les officines des renseignements généraux otaniens. Et j'ai toujours dit aux Africains de regarder ces dernières semaines la Syrie qui est un tableau d'école pour les Africains. Vous avez bien vu en Syrie un chef d'Al-Qaïda qui se taille la barbe, qui s'habille en costard et qui est présenté par les Américains et les Européens comme un libérateur, comme un démocrate, comme quelqu'un qui a mis fin à la barbarie et qui vient instaurer un règne de lumière. Il le fait avec la bénédiction d'Israël, à qui il permet de bombarder par 1000 fois la Syrie, d'occuper la Syrie, pendant que lui, il se partage à Damas le pouvoir avec l'émissaire américain. La Syrie est sous les yeux des Africains la dernière preuve de la nature de la déstabilisation qu'ils subissent. Il faut être un lâche, un menteur, un hypocrite. Il faut être mauvais envers l'Afrique pour ne pas voir que les impérialistes là, c'est l'OTAN. Et que les alliés des impérialistes, ce sont les pétromonarchies du Golfe, envers lesquelles les pays africains sont encore très complaisants. D'où sont venus ceux qui ont remplacé les Américains au pouvoir en Afghanistan? Ils sont venus du Qatar. Où les Américains ont-ils discuté du nouvel équilibre de l'Afghanistan? Au Qatar. Les chefs d'Al-Qaïda qui gouvernent l'Afghanistan actuellement, dans quels hôtels 5 étoiles étaient-ils logés? Au Qatar. De nombreuses preuves de financement de l'État islamique par, eh bien, les puissances occidentales existent. Le principal groupe de cimentiers du monde, qui est le groupe français Lafarge, a été condamné à Paris pour avoir financé l'État islamique en Irak et en Syrie. Et je rappelle que dans le conseil d'administration du principal groupe cimentier du monde, on trouvait pendant plusieurs années une certaine madame Hillary Clinton. Quand Donald Trump dit que c'est l'administration Clinton-Obama qui a créé l'État islamique, il le dit parce qu'il a des preuves. Il vient d'être réélu président des États-Unis d'Amérique. Et vous comprenez pourquoi on lui a tiré dessus, pour l'empêcher d'être président. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, plastronnent publiquement, magnifient et divinisent un terroriste comme chef d'État syrien. Ce sont les mêmes qui, précisément, ont poussé le Mali, le Burkina Faso et le Niger à unir leurs forces pour faire face à leur agression. Elle était partie de la Libye. Et avec les mêmes organisations terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie et en Afghanistan. L'agression s'est faite sous les yeux du monde entier. J'ai écrit un livre qui sort à Bamako dans les prochains jours. L'impérial terrorisme, forme contemporaine de l'agression, de l'impérialisme, du néocolonialisme occidental et moyen-oriental contre l'Afrique, avec les preuves irréfutables de l'agression de l'OTAN contre l'Afrique. Toutes les preuves sont dedans. Dans l'autre. Ce livre-là, tout Africain doit l'avoir sous les selles. Quand il rencontre des dirigeants occidentaux qui veulent mentir en faisant avancer leur soi-disant propagande des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, vous commencez les preuves. Vous dites, bon, très bien, on commence. Qui a tué Kadhafi? C'était pourquoi? Qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique en Libye? C'était pourquoi? Qui a dit à Lavrov que armer Al-Qaïda et l'État islamique en Libye et venir les combattre au Mali, c'est la vie? Pourquoi a-t-il dit cela? Qui a dit que nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent? Qui a dit ça?
en juin 2017 dans le Figaro. Et pourquoi? Qui a révélé qu'Obama et Clinton étaient derrière la création de l'État islamique? Et pourquoi? Qui a révélé à Paris que le principal groupe de cimentiers avait financé l'État islamique? Qui a révélé les liens entre l'État islamique, le Mossad, l'État islamique, la CIA? Qui est allé partager le pouvoir avec le chef d'Al-Qaïda, sur la tête duquel il y avait 10 millions de dollars pour celui qui va l'attraper? Qui est en train de partager le pouvoir avec lui à Damas? Qui? Ce sont les mêmes. Et c'est à cause d'eux qu'a été créée l'Alliance des États du Sahel. Si nous aimons la vérité, nous savons que c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique. Ce ne sont pas de prétendus djihadistes qui viendraient en Afrique pour nous dicter un islam que nous connaissons longtemps avant ces groupuscules. Vous avez compris? Mais il s'agit ici de combattre les velléités néocolonialistes qui est visé par le concept de néocolonialisme. Mais le texte va nous le dire clairement après. Le néocolonialisme, c'est un concept qui est appliqué aux puissances anciennement coloniales sur le continent africain. Donc cela va viser l'essentiel des puissances de l'Union européenne, dont principalement la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale du Mali, du Burkina et du Niger, où elle a perdu pied et où elle s'efforce par tous les moyens possibles de reprendre pied, parce que c'est la condition de l'approvisionnement gratuit et multiséculaire de ces multinationales, de son économie et de ses caisses. N'est-ce pas? Le néocolonialisme ici est un concept qui s'applique à la France, aux pays de l'Union européenne, qui sont tous des anciennes puissances coloniales africaines. Mais cela s'applique également, bien sûr, à un certain nombre de pays du Moyen-Orient, qui, profitant de l'invasion multiséculaire de l'Égypte noire par, le peuple arabe, a transformé celle-ci à une occasion de considérer l'Afrique noire comme étant une partie subalterne du continent. Cette dynamique-là, c'est celle-là qui explique l'attitude, par exemple, de l'Algérie envers le Mali. L'attitude de l'Algérie envers le Mali. L'attitude de la totalité des pays d'Afrique du Nord envers les immigrés d'Afrique noire. Elle vient de cette histoire. Elle vient déjà de la première grande invasion coloniale, impérialiste, venue d'Arabie, sur le continent noir. Et qui n'a toujours pas été discutée, qui n'a pas été clairement soldée et examinée. Dont on n'a pas posé la question des actes qu'elle a rendus possibles et qui sont tabous. Tabous en Afrique du Nord, tabous en Afrique noire, en raison précisément d'un préjugé de type religieux. Il y a tellement de dossiers à ouvrir pour émanciper l'Afrique. Il y a tellement de dossiers à ouvrir. Mais il faut des femmes et des hommes véritablement courageux, amoureux de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains pour les ouvrir et les aborder rigoureusement, méticuleusement. Voilà pour le premier paragraphe. Le 16 septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel est donc créée pour protéger l'Afrique de l'Ouest et donc des impérialistes et des néocolonialistes. Le premier paragraphe est clair. On sait de qui il est question, n'est-ce pas? On passe au deuxième paragraphe. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024. Que nous dit le nouveau paragraphe? Que l'Alliance a pour but de réaliser une souveraineté véritable. Ce qui veut dire que on reconnaît que l'Afrique, depuis plus de 64 ans maintenant, avec les pseudo-indépendances des années 60, l'Afrique ne bénéficie pas encore d'une souveraineté véritable. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté véritable? On ne peut pas comprendre ce que c'est si on ne se souvient pas de la signification du mot souveraineté. Souveraineté est un mot français qui dérive de la langue latine et du mot superus, qui signifie le supérieur. Donc la souveraineté, c'est la condition de ce qui est considéré comme supérieur. La souveraineté, c'est l'essence de la supériorité, c'est le principe considéré comme transcendant, comme devant dominer tous les autres principes, dans une communauté, dans un individu, dans un peuple, dans une nation.
Or, dans la colonisation, le souverain, ce n'est pas le colonisé. Le souverain, c'est le colon. Et lorsqu'on organise une pseudo-décolonisation, comme celle, par exemple, qui a été organisée par le général de Gaulle et son homme de main, Jacques Foccart, en fait, on crée une pseudo-souveraineté. Pour qu'un État soit souverain, il faut qu'il ait le contrôle de son système de défense et de sécurité. Donc, il ne doit pas être occupé par des bases militaires étrangères. Ça fait 1. 2. Pour qu'un État soit souverain, il faut qu'il ait le contrôle de son système économique, financier, son système monétaire. Son économie ne doit pas être contrôlée par la banque d'un autre État. Or, la plupart des États issus du colonialisme français est resté sous le contrôle monétaire, tout comme sous les bases militaires de l'armée française. Donc, le deuxième critère de souveraineté n'est pas rempli par une quinzaine de pays africains qui sont encore sous le contrôle du franc CFA. Troisième critère de souveraineté, un État est souverain lorsque ses institutions sont dirigées par des hommes et des femmes librement choisis par le peuple de cet État. Car en fait, dans un État véritablement libre, le souverain, c'est le peuple. Ici sur Terre. Quatrième condition, un État souverain est un État qui possède la liberté de l'esprit, la liberté de la connaissance, la liberté culturelle. Donc c'est un État dont les institutions sont inspirées de son expérience, mais surtout de ses valeurs de civilisation, de ses propres valeurs sociétales. Sa conception de la famille, de l'homme et de la femme, sa conception du juste et de l'injuste, du bien et du mal, du beau et du laid, c'est elle qui doit inspirer ses institutions. La souveraineté est culturelle. Elle est par là aussi spirituelle. Quand vous regardez la majorité des États africains, une cinquantaine, vous vous rendrez compte qu'il leur manque toujours, peu ou prou, l'une ou l'autre est de ces conditions essentielles de la souveraineté. Certains n'ont pas la souveraineté de défense et de sécurité, d'autres n'ont pas la souveraineté monétaire, économique, financière, d'autres n'ont pas la souveraineté politique, c'est-à-dire le principe du choix libre des dirigeants, d'autres enfin, et c'est un phénomène extrêmement généralisé, ne disposent pas de la pleine souveraineté culturelle, y compris, bien sûr, de la souveraineté spirituelle dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps. L'Alliance a été créée pour matérialiser la souveraineté, pour passer de la souveraineté de bouche à la souveraineté en acte. Elle a donc été matérialisée pour que l'Afrique se défende elle-même par ses propres forces de défense et de sécurité. Pour que l'Afrique organise son commerce dans le monde sur la base de sa propre monnaie, ses propres monnaies. Pour que l'Afrique, choisisse ses dirigeants dans le cadre de processus de désignation endogène. Et enfin, pour que l'Afrique bâtisse ses institutions sur la base de ses propres normes culturelles et non pas de la propagande de la démocratie et des droits de l'homme d'un Occident qui est champion dans l'art de les piétiner depuis qu'il exerce son hégémonie sur la planète. Voilà pourquoi l'Alliance est donc créée et elle progresse vers la Confédération le 6 juillet 2024. Pourquoi vont-ils vers la Confédération? Parce qu'ils ont compris que la souveraineté des micro-États africains est très faible face à des puissances impérialistes et néocolonialistes qui, elles, opèrent en groupe. Regardez quand la puissance française débarque à nouveau avec ses militaires dans le Sahel. Elle fait venir simultanément tous les pays de l'Union européenne. Elle fait venir les Américains. N'est-ce pas? Elle fait venir les Américains. Elle fait venir tous ses alliés. Comme dans un rituel de possession démoniaque, quand il y a un démon qui entre, il appelle ses frères. Il en appelle 7. Les 7 qui entrent en appellent 7 autres. Les 7 autres qui entrent, ça devient exponentiel. Le démon ne vient jamais seul. Il vient en colonie. Les ennuis volent en escadrille. Donc, un pays africain seul ne peut pas efficacement affronter les néocolonialistes et les impérialistes qui, eux, viennent en groupe. Ils sont rassemblés dans l'OTAN. Ils sont rassemblés dans l'Union européenne. Ils sont rassemblés dans le FMI, rassemblés dans la Banque mondiale pour nous attaquer. Nous, Africains, nous ne pouvons pas faire face sans nous rassembler. Voilà pourquoi
les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ont compris la nécessité de l'alliance, la nécessité de la confédération, et ils travaillent actuellement pour aller vers la fédération. Tout ça, c'est pour faire face aux problèmes qui se posent. On passe au 3e paragraphe. Pour conclure, le docteur Franklin Nyamsi nous délivre un message clair. L'émancipation de l'Afrique ne viendra ni de l'extérieur ni de simples paroles. Elle repose sur des actes concrets, portés par des dirigeants courageux, des institutions souveraines et des peuples unis autour d'une vision commune. L'Alliance des États du Sahel, avec ses positions fermes face à la CEDEAO et aux puissances néocoloniales, démontre qu'un autre chemin est possible. Il nous rappelle que l'indépendance ne se limite pas aux déclarations politiques. Elle se construit par la maîtrise de nos ressources, la reconstruction de nos économies et la redéfinition de nos systèmes culturels éducatifs. Mais surtout, elle nécessite un éveil collectif. Chaque individu, à son niveau, a un rôle à jouer dans cette lutte pour la dignité et l'autodétermination des peuples africains. Alors, que retiendrons-nous de cette intervention? L'idée fondamentale que l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Il est temps d'agir, de réfléchir et de bâtir ensemble un continent où les générations futures n'auront plus à lutter pour ce qui aurait dû leur appartenir depuis toujours. Si ce message vous inspire, partagez-le, débattez-en et faites-en un levier pour le changement. L'histoire de l'Afrique se construit aujourd'hui, et nous en sommes les principaux acteurs.